Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h43, merci d'être avec nous. On va revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron hier avec Stanislas Guerini, qui est avec nous ce matin, député de Paris et délégué général d'En Marche. Oui, bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Alors, cette intervention du chef de l'État, est-ce qu'elle était indispensable pour seulement annoncer l'ouverture de la 3e dose obligatoire pour les plus de 65 ans, enfin liée au pass sanitaire ? D'abord, il n'a pas dit que ça. Ouais. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Quand on parle d'investir dans le nucléaire, c'est pas un petit sujet, par exemple, mais j'imagine qu'on pourra en discuter. Mais moi, je pense qu'il a honoré un rendez-vous qu'il avait pris avec les Français. Il s'était exprimé le 12 juillet dernier. Ouais. Il avait dit qu'il s'exprimerait pour faire le point sur la crise sanitaire, pour donner du sens aussi aux derniers mois de ce quinquennat, et peut-être plus encore. Bien, c'est ce qu'il a fait hier soir, tout simplement. Eh ben oui, donc c'est ça. Donc hier soir, il était intervenu sur le motif de la crise sanitaire et finalement, il en a un peu parlé, quoi. Donc, Vous savez, je crois que ce qu'il a dit hier soir était attendu par les Français. Il faut prendre simplement un instant Sur quoi ? pour regarder ce qui se passe autour de nous. Ouais. Vous voyez bien que la situation du virus est en train de réexploser un peu partout autour de nous. Ouais. En Angleterre, en Allemagne. C'est quand même le cas aussi un petit peu en France. Le taux d'incidence a augmenté de 40% depuis la semaine mais dernière. pendant le premier Vous quart d'heure, conviendrez il quand n'en a même quasiment pas Que parlé. c'est pas un petit sujet. Ouais. Donc il faut évidemment mettre l'accent sur la réussite de la campagne de rappel. Ouais. C'est la clé absolue. Maintenant, il n'y a plus d'hésitation à avoir. On a du recul sur ce vaccin. Il sauve des vies. Il empêche la transmission du virus. Donc ce message principal de réussir, d'abord, d'aller convaincre les dernières personnes, et elles sont quand même encore 6,5 assez millions nombreuses dans le pays, qui ne se sont pas fait vacciner, de se faire vacciner, et de réussir le rappel qui est indispensable, parce que le président de la République l'a dit hier, on a une baisse de l'immunité qui peut envoyer des gens à l'hôpital, voire dans qui le peut premier quart tuer des d'heure, gens. dans Et le donc, premier quart d'heure, c'est nécessaire, et ce Stanislas message-là, Guerini, il était extrêmement oui, mais nécessaire. vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez reconnu, c'est-à-dire qu'il est, il est venu pour parler aussi d'autre chose. Donc, il n'y a pas un mélange des genres, là, un peu troublant, quand même, non ? C'était des candidats en campagne, déjà ? Je crois que c'est vieux comme la Ve République. On fera toujours au président de la République le procès, parce que tout simplement, il fait le point sur les réformes, il fait le point sur la situation du pays, de lui dire, vous parlez en tant que candidat. Bon, tout ça, en réalité, n'a aucun sens. Le président de la République a bien le droit de parler aux Français. Non, mais il a d'accord, dit qu'il allait bien agir jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier quart d'heure de ce quinquennat. Ouais. C'est bien normal quand même qu'il vienne faire le point, qu'il donne du sens à ce que nous sommes en train de faire. Oui, Il y a mais une ce qui est situation étonnant, du pays Stanislas qu'il faut Guerini, c'est regarder qu'il en prend face. ce prétexte de la crise sanitaire pour parler en fait de la réforme des retraites, du chômage, du nucléaire, etc., Écoutez, dont il avait déjà parlé. Je veux bien qu'on fasse toute l'interview là-dessus, mais c'est pas un problème pour moi. Le 12 juillet, vous avez remarqué que c'était d'une certaine façon un peu la même structure. C'est-à-dire qu'on parle de la situation du pays qui est quand même largement conditionnée par la crise sanitaire, et puis on dit ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je crois que c'est à peu près simplement le rôle d'un président de la République que de faire cela. La situation du pays, quelle est-elle ? Ouais. D'abord, cette crise sanitaire qu'il faut mettre sous le contrôle, je pense qu'on en a les moyens. Si on réussit la campagne de vaccination. Et puis, il y a une situation qui est très claire. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer de l'emploi. Moi, je me déplace partout dans le pays, et partout on me dit « je n'arrive pas à embaucher ». Il y a une reprise qui est là, qui est la meilleure d'Europe. On a le droit quand même de se le dire. Mais on a un défi majeur, réussir la bataille du plein emploi. Et pour réussir la bataille du plein emploi, il faut se donner tous les moyens pour pouvoir embaucher. Ça, c'est pas un petit sujet. On va l'évoquer de nouveau dans un instant, Stanislas Guerini, sur le chômage et puis le nucléaire. Mais quand même, un instant sur de nouveau le président et le sanitaire. Il vient pour parler en fait du sanitaire. Donc il annonce évidemment cette 3e dose pour les plus de 65 ans. Après, c'est le grand flou. C'est-à-dire pourquoi on ne fait pas, puisque visiblement il y a déjà des gens de 50 ans qui ont eu les 2 doses et qui sont dans les hôpitaux, ce que nous ont confirmé des médecins ce matin. Pourquoi il n'a pas, on n'ouvre pas dès aujourd'hui aux plus de 50 ans cette vaccination ? Vous avez entendu qu'il a annoncé l'ouverture d'une campagne de rappel pour les plus de 50 ans. Oui, mais à partir de début décembre. Extrêmement clair dans son partir de début propos. décembre. Pourquoi pas dès aujourd'hui ? Parce qu'on va le faire comme on a toujours fonctionné depuis le début de cette crise, c'est-à-dire en sollicitant d'abord les autorités sanitaires qui donnent des avis. Vous savez, il y a, je crois que vous l'avez noté, un enjeu de confiance dans le pays. Et quand on fait les choses dans le désordre, alors on ne répond pas à cet enjeu de confiance. Et donc faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord solliciter C'est vrai qu'il y a eu du désordre un peu au début. Il y a eu du désordre aussi au début. Vous le reconnaissez. Convenons-en. Ouais. Convenons-en. Ouais. Et ben dans ce cas-là, vous pouvez convenir aussi que ça vaut le coup d'agir dans le bon ordre, c'est-à-dire de solliciter les autorités sanitaires, qu'elles donnent des avis,
et d'ouvrir progressivement les choses au fur et à mesure que les scientifiques s'expriment. Nous, depuis le début de la crise, nous avons fait confiance à la science, à la parole scientifique pour pouvoir avancer, et on a eu raison de le faire comme ça. Et les Français ont eu raison de faire confiance aux scientifiques. Mais il avait oublié parce une qu'on a feuille. trouvé des solutions grâce à eux. Il avait oublié une feuille, le président de la République, qui n'a pas parlé du port du masque dans toutes les écoles, de tous les départements à partir de lundi. Il a fallu que le ministère de l'Éducation fasse du service après-vente hier soir après. Là aussi, parce que je suis certain que vous avez écouté très attentivement l'intervention du chef de l'État, entendu le président de la République dire l'importance des gestes barrières que nous avions relâchés. C'était bien compréhensible nos efforts sur les gestes barrières, et donc qu'il fallait absolument remettre le paquet là-dessus. Je pense que le rôle du président de la République, c'est de fixer le cap dans une 5e République, et puis ensuite, il a un gouvernement, il a des ministres, il a un Premier ministre pour mettre en application les choses. Là aussi, je pense que c'est le bon ordre. Oui, Stanislas Guerini, le Conseil constitutionnel a validé ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, notamment par votre majorité l'autre jour, c'est-à-dire la prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet, contrairement si à ce qu'on nous annonçait parfois. Mais oui, je le constate. C'est-à-dire qu'on disait que quoi que... J'ai entendu des oppositions la semaine dernière encore être dans une posture extrêmement politicienne, qui me semble pas très responsable, sincèrement, dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous dire, vous verrez, tout ça ne sera pas validé, etc. Bien, ils ont été démentis, et c'est fort heureux pour les Français, parce qu'on va pouvoir continuer à les protéger. Mais comment ça va se passer pour l'élection présidentielle, par exemple? Alors, il faudra avoir le pass sanitaire, obligatoirement, sinon on ne pourra pas voter? Je ne crois pas, et je pense que c'est pas souhaitable. Je crois qu'il y a un certain nombre de lieux aujourd'hui auxquels on peut accéder sans avoir besoin du pass sanitaire. Je pense que dans une démocratie qui fonctionne bien, il me semble qu'on doit pouvoir venir voter sans avoir besoin du pass sanitaire. Oui. En écoutant le président Stanislas Guerini hier soir, on avait l'impression que tout allait bien dans le pays. Que les chiffres du chômage étaient là aussi, il a en forte baisse, que le pouvoir d'achat avait été réévalué, que finalement l'épidémie était maîtrisée aussi. C'est pas ce qu'il a dit. De nombreuses fois, il a convenu d'abord qu'on n'avait pas tout fait parfaitement, qu'il y avait beaucoup de difficultés. Mais moi, je crois qu'on a aussi besoin, et je l'ai porté à votre antenne de nombreuses fois, d'une parole optimiste et positive pour notre pays. Je suis frappé de voir à quel point l'ensemble de la classe politique décrit un pays qui serait par terre, où rien ne fonctionnerait, où on serait obligé toute la journée de se flageller par rapport à ce qui se passe chez nos voisins. La situation aujourd'hui, c'est que nous avons la meilleure croissance d'Europe. C'est que nous sommes en train de gagner la bataille pour retrouver le plein emploi. C'est que notre pays est le plus attractif d'Europe pour la 3e année consécutive. Que nous avons réussi à baisser les impôts, à recréer du travail et à baisser les déficits aussi. Eh bien, cette situation... Attendez, baisser les déficits, non. Nous avons toujours une dette qui continue d'augmenter quand même. Vous avez raison, mais on a dès un taux de chômage. Dès l'année prochaine, contrairement à ce qu'on nous annonçait là aussi, on réussira à inverser cette tendance-là et à baisser la dette et les déficits. Eh bien ça, ce sont des atouts pour le pays. Est-ce que dire ça à votre antenne, ça veut dire que tout est gagné, que tout est parfait, que tout ce qu'a fait cette majorité est impeccable? Non, bien sûr. On a le droit quand même de se dire qu'il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Mais nous avons des atouts. Et les Français en sont bien plus souvent conscients que la classe politique. Parce que moi, je vois partout des gens qui entreprennent, qui réussissent, qui se retroussent les manches. Eh bien, moi, je pense que c'est ça, la France. C'est ça qu'on doit continuer à encourager. Et quand on investit dans des nouvelles filières, quand le président de la République annonce 30 milliards d'euros, en plus des 100 milliards du plan de relance, pour bâtir les nouvelles filières de demain, eh bien, je crois que ça correspond à la situation du pays et notamment, à nos enjeux. Et sur les nouvelles règles qui vont rentrer en ligne de compte là, en application pour les demandeurs d'emploi, pour bénéficier des indemnités, c'est-à-dire qu'il faudra avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 mois dans les 2 ans qui précèdent pour bénéficier d'allocations. Ça, c'est logique, c'est normal? Oui. Pourquoi? D'abord, c'est quelque chose que nous avions prévu de faire et nous avions conditionné cette réforme-là à un retour à une meilleure situation de l'emploi. Elle est là. Donc c'est assez logique qu'on l'applique. On va tout simplement se mettre au niveau des autres pays européens, et encore, des plus généreux des autres pays européens. Je le disais tout à l'heure, la situation du pays, c'est que les entreprises, elles ont du mal à embaucher aujourd'hui. Donc il y en a qui profitent du système, quoi, il y a encore quelques années, il y avait des telles pénuries d'emplois disponibles que, d'une certaine façon, c'était illogique de mettre la pression sur les chômeurs qui, en réalité, n'arrivaient pas à trouver du travail. Aujourd'hui, prenez seulement conscience d'un chiffre. Si nous arrivions à pourvoir tous les emplois non pourvus,
nous retrouverions le niveau de chômage de 1982. Donc des emplois, il y en a dans le pays. Il y en a dans beaucoup de secteurs, pas que dans le numérique. Il y en a dans l'industrie, il y en a dans le commerce, il y en a dans la restauration. Pourquoi ça ne marche pas et donc nous avons besoin d'un système incitatif au retour à l'emploi. Ouais. Nous l'assumons parfaitement. Et je crois que ça aussi, c'est être en phase avec la situation du pays et ce que ressentent bon nombre de nos concitoyens. Mais il y a des gens qui disent oui, mais c'est peut-être vrai dans certains lieux, mais autour de chez moi, c'est pas vrai. Je n'arrive pas à trouver en fait du travail ou en tout cas du temps complet. Parce que dans les chiffres du chômage, Stanislas Guerini, est-ce que vous pouvez reconnaître que finalement ce taux de 7 à 8% n'est pas véritablement le bon? On est à plus de 15% en fait au niveau du chômage, entre 15 et 20% avec les gens qui n'ont que des emplois à temps plein, etc. Ah oui. Vous avez raison. Oui. Et je suis le premier à reconnaître qu'il y a un niveau d'emploi dans le pays qui n'est pas encore suffisamment haut. C'est une bataille évidemment immense. Et on pourrait rajouter que c'est vrai particulièrement pour les jeunes et pour les seniors. Et donc là aussi, on a deux grands défis. C'est d'ailleurs pour ça que pour les jeunes, on a fait ce contrat d'engagement, justement pour vaincre le problème du chômage de masse chez les jeunes. Mais ce que vous dites sur la mobilité, je pense que c'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire qu'on doit effectivement inciter au retour à l'emploi et aussi accompagner par les formations, par la mobilité, les personnes qui sont sincèrement à la recherche d'un emploi, à pouvoir en trouver. On n'a jamais autant investi que dans ce quinquennat pour former les personnes demandeuses d'emploi et les jeunes sans qualification. Ben on va continuer à le faire. Oui, Stanislas Guerini, pourquoi vous abandonnez la réforme des retraites? On n'abandonne pas la réforme des retraites. Vous n'avez pas entendu hier le président de la République reculer. Il a dit il faut faire cette réforme des retraites. Il a été d'ailleurs extrêmement précis. Oui, mais attendez, son quinquennat, il se termine au mois d'avril. Je ne sais pas s'il sera réélu. Donc, dans le bilan, il ne pourra pas parler de réforme. Quoi. Bien sûr, nous avons voulu faire cette réforme des retraites. Il faut se parler sans langue de bois. Nous n'avons pas réussi dans ce quinquennat à la faire. Il y a quelques caractéristiques du quinquennat qui peuvent expliquer cela. Mais il ne faut pas reculer, parce que cette réforme, elle est nécessaire. Maintenant, le président de la République, le 12 juillet, avait dit ce sont les conditions sanitaires et les conditions économiques qui diront si on peut faire cette réforme. Ah oui, parce qu'au mois de juillet, il avait insisté. Ça va se faire. Ça va se faire, avait-il dit. Il avait fixé exactement les conditions. Aujourd'hui, on n'a pas tombé le masque. Je pense qu'on peut le constater. Et donc, il ne serait pas raisonnable, dans cette fin de quinquennat, d'enclencher ce chantier qui est essentiel, mais qui est aussi pas un petit chantier. Je pense qu'on peut en convenir. Donc, il y a eu 5 ans pour le faire, même s'il y a eu des problèmes. Précisément ce que nous allons faire, reculer l'âge de départ, faire la convergence des régimes spéciaux, introduire aussi un minimum de retraite pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, pas moins de 1 000 €. Ce sont des éléments extrêmement importants et ça sera dans le débat de l'élection présidentielle et nous prenons cet engagement. Bon, donc c'est un programme, quoi. Finalement, c'était un candidat, quoi. Mais sur ce sujet-là, le président de la République, il a toujours été constant. Il avait dit le 12 juillet exactement la méthode. Il avait fixé un point de rendez-vous. Il l'a honoré hier. Bon, voilà, on va continuer notre cap là-dessus. Feu vert, Stanislas Guerini, pour le nucléaire. Vous, l'homme qui venait des rangs de la gauche, par exemple, dans les rangs de la gauche, il y avait beaucoup qui militaient pour la fermeture en fait des centrales, un coup d'arrêt, réduction. Il y a aussi bon nombre d'écologistes convaincus qui savent que le nucléaire est absolument essentiel si on veut atteindre notre objectif d'avoir une économie décarbonée. Et donc, on a besoin de marcher sur nos deux jambes, c'est-à-dire de développer les énergies renouvelables, y compris quand c'est pas très populaire. Moi, je vois certains qui reculent aujourd'hui, qui disent il faut plus mettre une éolienne dans le pays. Il y a des endroits où il y a quand même une accumulation. Une candidate aujourd'hui, Marine Le Pen, qui dit il faut démonter les champs d'éoliennes. Qu'elle vienne nous expliquer comment elle va financer ça et comment elle va remplacer ce qui constitue aujourd'hui 8% de la production d'électricité dans le pays. Nous disons... Il y a des endroits où ça pose problème. Si nous voulons... Mais bon, bien sûr qu'il faut de la concertation et bien sûr qu'il y a parfois des projets qui ont été mal ficelés. Ça, vous avez parfaitement raison. Mais il ne faut pas reculer sur les énergies renouvelables, pas que l'éolien d'ailleurs, le solaire, la biomasse, tout ça, ce sont des énergies d'avenir. Et en même temps, avancer sur le nucléaire, parce que nous aurons besoin demain de plus d'électricité pour fonctionner. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va remplacer du gaz, du charbon, du pétrole. Non, mais c'est bon pour la planète. Mais alors pourquoi ne pas relancer du nucléaire? Pourquoi ne pas relancer Fessenheim dans ces conditions? Parce que Fessenheim... C'était une décision politique. C'était une décision qui était effectivement enclenchée, mais aussi une centrale qui arrivait en bout de vie. Et donc, on dit qu'elle peut continuer encore. Y compris par les autorités de sûreté nucléaire, pour dire que c'était la bonne décision de fermer Fessenheim. Maintenant, on va investir dans des EPR de nouvelle génération. Des EPR qui sont peut-être un peu plus faciles à construire. Il faut aussi apprendre des difficultés qu'il y a eu à Flamanville et qui fonctionnent bien, qui seront un atout
pour la filière nucléaire, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Dernier mot, Stanislas Guerini, pourquoi pas un mot, puisque le président était finalement dans un discours plus global, pas un mot quand même sur la crise qui touche l'Europe en ce moment, hier soir? À travers les sujets qui ont été abordés, je pense que l'Europe était quand même assez présente d'une certaine façon. Cette crise des migrants, pas un seul mot. Vous avez raison que c'est un sujet majeur, d'une certaine façon, aux frontières de l'Europe. C'est un crime qui est en train de se passer. La situation pour ces migrants-là qui sont entre deux frontières bloquées et peut-être pour beaucoup en train de mourir, elle est absolument insupportable et elle nécessite la mobilisation de la Commission européenne et peut-être encore plus vigoureusement que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je le dis sans langue de bois à votre antenne, parce que c'est un crime qui est en train de se passer. Et donc, ce que cela montre, c'est que nous avons besoin que l'Europe soit forte, soit sûre de ses valeurs, et nous avons aujourd'hui un président de la République qui, à chaque fois et systématiquement, porte cette voix en Europe. Merci Stanislas Guerini, délégué de la République En Marche, député donc, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.